8 juin 2020, il est 19h à Moriba-Bougou, région de Koulikoro d'où nous émettons. Merci de nous réitérer votre confiance et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale sur Chérif la télévision. La société Mazeda Industries SA apporte sa touche dans la lutte contre la pandémie du coronavirus au Mali. Elle offre 10 000 masques sortis de ses usines à l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg. La valeur de ces masques s'élève à 10 millions de francs CFA. Le point avec Marietou Diallo, Abdoulaye Sogodogo. Le port du masque, l'une des mesures barrières la plus efficace pour se protéger et protéger les autres contre le coronavirus. La société Mazeda Industries SA offre 10 000 masques faits maison à l'hôpital régional de Ségou, celui du Mali et l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg. Face à l'ampleur de cette épidémie, Mazeda Industries a pensé à restructurer son usine pour pouvoir procéder à la fabrication des masques de protection. Ce sont des masques chirurgicaux qui ne sont pas lavables. En tout, on a offert 10 000 masques de protection. Nous pensons plus à produire plus pour pouvoir aider la population et pour pouvoir vaincre cette épidémie. Ce ne sera pas du tout facile pour nous si on n'a pas le soutien de l'État, bien sûr. Donc, on lance un message à l'État de nous soutenir et de nous aider tout au long de cette preuve. Le directeur de l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg, apprécie le geste surtout en un moment crucial où notre pays dépasse la barre de 1000 cas de contamination. C'est un geste qui nous va droit au cœur, c'est un geste aussi qui nous rassure. Nous avons tout le temps compté sur l'achat de masques provenant de l'extérieur, parce que si les industries locales, telles que Mazeda Industries, la Comatex ou d'autres industries textiles, s'investissent dans la fabrication des masques, c'est quelque chose de gagné. Gagné en termes de fourniture sur place, gagné aussi en termes de promotion de nos industries locales et de gain de temps. Parce que s'il faut attendre que les masques arrivent jusqu'à Bamako, on perd énormément de temps. Et le Covid-19, c'est la rapidité dans la prise en charge, c'est la rapidité dans l'instauration des mesures barrières. Et donc les masques nous aident énormément parce que c'est l'instrument aujourd'hui le plus efficace. Nous avons besoin peut-être de plus quand on est en contact avec les malades, mais c'est suffisant pour les mesures barrières et les gestes de distanciation sociale. Le geste est beaucoup plus important que le nombre. Le fait que l'industrie se soit reconvertie dans la fabrication des masques malgré les difficultés de l'heure, c'est à saluer. En plus du port de masque rendu obligatoire par le Mali, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou avec le gel hydroalcoolique et le maintien d'une distance d'au moins 1 mètre entre interlocuteurs sont des mesures de prévention contre la Covid-19. L'actualité nationale sur un autre plan, une rencontre d'échange entre le bureau de la section des Ansars de Bamako et la commission de gestion de Chérif la télévision Radio La Voix du Citoyen a eu lieu ce dimanche 7 juin 2020 à Kalabankoro et Deken. Le but était d'identifier les problèmes qui entravent la bonne marche de la station et proposer les solutions appropriées. Suivons cet élément. Optimiser les acquis et redynamiser la station dans ses fonctionnements ont été les temps forts de cette visite de courtoisie. Il a fallu plus de 2 heures aux membres du bureau des Ansars du district de Bamako de comprendre les problèmes de la radio. On a échangé, on a parlé beaucoup de choses et ils nous ont promis aussi que les difficultés que nous avons, donc ils vont faire tout ensemble pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Parce que la radio La Voix des Citoyens, on sait que c'est pour les Ansars. Qui parle des Ansars parle la section de Bamako. Donc la section de Bamako est venue aujourd'hui pour qu'on puisse échanger concernant les difficultés que notre radio raconte. Donc vraiment, je suis satisfait parce que eux-mêmes, ils connaissent maintenant comment nous travaillons. Nous soutenons la radio parce que nous avons pris l'habitude d'aider cette radio même au-delà des obstacles. Il n'y a pas de problème, nous soutiendrons la radio jusqu'au jour où nous ne serons plus. Ça, c'est grâce aux guides spirituels et puis les dirigeants de la radio aussi, les animateurs, des compétents qui sont compétents, les animatrices qui sont très compétentes, ça, on n'ignore pas ça.
Nous remercions notre guide spirituel qui est le Chérif Ousmane Madara, qui a tout fait pour ça. Ça a été vraiment un événement d'échange, de partage, qui a été vraiment fructueux. Donc c'est ce que nous pouvons dire et nous sommes vraiment très fiers et nous sommes très contents. Nous lançons un appel aux employés de la radio de faire encore plus pour atteindre les objectifs et en leur disant que la commission de gestion est là vraiment pour les soutenir. Les visiteurs du jour se disent satisfaits de cette rencontre et promettent que des pistes de réflexion sont en cours afin de donner un coup d'accélérateur à la bande FM qui émet depuis 2008. La section a apprécié la rencontre à sa juste valeur parce que déjà les différentes questions qu'on a pu poser, les réponses ont été vraiment satisfaisantes. Les réponses apportées ont été vraiment satisfaisantes. Les informations fournies par le président de la commission en la personne de Sama Coulibaly nous ont vraiment édifiés par rapport à tout ce qui est la gestion, à tout ce qui est les difficultés rencontrées. Et nous avons aussi formulé un certain nombre de recommandations. Cette rencontre doit être perpétuée. On ne sait pas dans quelle fréquence, mais il faut voir est-ce que façon semestrielle ou annuelle, en tout cas pour que la section, la commission puisse s'asseoir ensemble et trouver des solutions à ces problèmes. Les informations que nous recevons au niveau de la section, parce que nous représentons la section, et ces informations nous font révéler que déjà il y a un certain nombre de difficultés qui sont au niveau de la radio. Et je pense qu'avec cette rencontre, nous avons suffisamment noté en tout cas les points de vue des uns et des autres. Je pense qu'au sortir de cette rencontre, c'est la section qui doit s'impliquer davantage pour que ces recommandations puissent être appliquées et pour que dorénavant on ne puisse pas être confronté à des difficultés. Une visite des bureaux et des équipements suivie d'une prise de photos des familles ont meublé cette visite de la section des Ansars du district de Bamako. A signalé que bien avant cette visite, les bureaux des Ansars s'étaient rendus à la télé pour les mêmes démarches. Conformément à son règlement intérieur, le Conseil national de la jeunesse a procédé au renouvellement du bureau du comité de Korofina Sud en commune 1 du district de Bamako. L'activité de la mise en place du nouveau bureau s'est déroulée ce dimanche 7 juin 2020 dans l'enceinte de la mairie de Korofina Sud en présence des autorités communales et traditionnelles. Le point avec Abdul Karim Sako, Abdoulaye Sogodoko. C'est par le chant de l'hymne national que le ton fut donné pour le démarrage des travaux de la mise en place du nouveau bureau du comité de quartier du Conseil national de la jeunesse en commune 1 du district de Bamako, plus précisément à Korofina Sud. Élu pour un mandat dont la durée est de 3 ans, le nouveau bureau du comité de quartier du CNJ à Korofina Sud est composé de 45 membres avec comme président Idrissa Samaki. Ce dernier se dit honoré de la confiance placée en sa personne et promet d'œuvrer pour la promotion de la réconciliation des jeunes afin de faire face ensemble aux multiples défis de développement. Les mandats qui m'ont été confiés pendant ces 3 ans, je vais faire tout pour essayer de régler les problèmes du quartier, de faire face à ces problèmes-là. Les problèmes du quartier sont assez nombreux. Donc, tout récemment, on a recensé tous les problèmes du quartier et on va faire face à ça. Mais les principaux problèmes, ça, c'est de faire tout pour réconcilier les jeunes. Parce qu'ici, on a l'impression que les jeunes se sont dispersés. Et on va faire tout pour réconcilier l'ensemble des jeunes du Korofina Sud. Après ça, il y a des problèmes de route ici. On a des problèmes d'infrastructure ici. On a des problèmes de communication entre nous. Donc on va faire tout pour entamer un à un pour régler ces différents problèmes qui nous font face. Au dire du président de la commission d'organisation du renouvellement du bureau, la mise en place des comités de quartier de CNJ vise à rapprocher les jeunes leaders des populations de leur quartier afin de décider ensemble des solutions aux problèmes de la couche juvénile. Au jour d'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que ces CNJ soient vraiment proches de nos camarades, soit proches de nos semblables, soit proches de la jeunesse de la commune 1. Et ce bureau va permettre que nous, à notre niveau, que nous puissions être informés à tout temps, à toute minute, les difficultés, les problèmes de la jeunesse au niveau de ces quartiers. Et ça va permettre également aussi que les jeunes au niveau de ces quartiers pourront apprendre également, nous, à notre niveau, nos projets pour la promotion de la jeunesse,
tout ce que nous prenons dans l'initiative pour la promotion de la jeunesse. A noter que les jeunes qui composent ce nouveau bureau de 45 membres sont âgés entre 13 à 35 ans, conformément au règlement intérieur de la fêture des jeunes du Mali. Des millions d'enfants pourraient mourir de maladies évitables en raison des graves perturbations des programmes de vaccination causés par le coronavirus, mettent en garde des experts. Suivant ce commentaire de Kafouné Bachili. Au moins 68 pays ont été touchés, certains ayant même complètement interrompu leur campagne de vaccination. L'Organisation mondiale de la santé a conseillé à de nombreux pays de suspendre les vaccinations pour aider à ralentir la propagation du coronavirus. Mais aujourd'hui, elle fait partie des nombreux groupes qui s'inquiètent des conséquences à long terme. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, les Sabin Vaccine Institute et Gavi, l'Alliance pour les vaccins, s'inquiètent également de ce que des milliers d'enfants pourraient mourir chaque jour inutilement. Dans une clinique habituellement bondée de la capitale du Niger, Niamey, la salle d'attente est calme. Mais la polio qui peut entraîner la paralysie voire la mort fait également son retour. 4 nouveaux cas ont été signalés depuis février. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les services de vaccination ont été si gravement perturbés, notamment la crainte des parents d'attraper le Covid-19. S'ils quittent la maison, les travailleurs de la santé sont déployés pour faire face à la pandémie. Des problèmes d'acheminement des vaccins aux cliniques, la rougeole est en hausse, la diphtérie, le choléra, déclare la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, Henrietta Flore. Selon une modélisation récente de l'école de la santé publique John Hopkins Bloomberg, la perturbation de ce type de services de santé essentiels pour les femmes et les enfants pourrait entraîner la mort de 6 000 enfants supplémentaires chaque jour. Mais cette situation potentiellement dévastatrice peut encore être évitée si les gouvernements agissent maintenant. Ces avertissements sont lancés alors que les dirigeants mondiaux se réunissent virtuellement pour le sommet mondial sur les vaccins, jeudi organisé cette année par les Royaumes-Unis. Les pays et les organisations donatrices devront s'engager à verser 7,4 milliards de dollars pour que Gavi, l'Alliance pour les vaccins, puisse continuer à fournir des vaccins vitaux à certaines des communautés les plus pauvres du monde, tant pendant la pandémie qu'après celle-ci. D'après le Wall Street Journal, les États-Unis comptent réduire leur présence militaire en Allemagne si la Maison-Blanche et le Pentagone n'ont pas confirmé ces informations. Ces révélations inquiètent Berlin au sujet du maintien de la sécurité européenne. Le commentaire. Des inquiétudes émergent en Allemagne après que des informations ont été révélées dans la presse sur une réduction ordonnée des effectifs militaires américains déployés dans le pays. Dimanche, le ministre allemand des Affaires étrangères a insisté sur le fait qu'une coopération étroite était dans l'intérêt des deux pays. D'autres responsables politiques à Berlin ont été plus directs, évoquant un coup dur pour les relations germano-américaines et un risque potentiel pour la sécurité. Le quotidien américain The Wall Street a rapporté vendredi, citant des sources gouvernementales anonymes à Washington, que le président Trump avait ordonné au Pentagone de réduire à 25 000 les militaires américains stationnés en Allemagne, soit une diminution de 9 500. Actuellement, quelques 34 500 soldats vivent avec leurs familles sur une des 21 bases militaires américaines en Allemagne. Les effectifs peuvent atteindre 52 000 personnes au moment des rotations des équipes ou à l'occasion de manœuvres. Une telle décision qui semble avoir pris Berlin de court équivaudrait à réduire significativement l'engagement américain dans la défense européenne dans le cadre de l'OTAN. Le ministre allemand des Affaires étrangères a néanmoins reconnu que les liens s'étaient distendus sous la présidence Trump. Nous sommes de proches partenaires au sein de l'Alliance transatlantique, mais c'est compliqué, a-t-il dit. Allusion à des sujets de friction comme l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, le soutien de Berlin au gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne ou les contributions à l'OTAN. La Maison-Blanche et le Pentagone se sont refusés à confirmer ou démentir les informations de Wall Street et d'autres médias qui surviennent dans un contexte de tension entre le gouvernement américain et ses alliés européens au sein de l'OTAN. Une réduction de la présence américaine serait une erreur colossale et un cadeau au président russe Vladimir Poutine, juge un ex-ancien commandant des forces américaines en Europe parti en 2017. Suivons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images, une compilation de la rédaction.
L'ex-président tchadien Hissène Habré, condamné à perpétuité par une juridiction africaine à Dakar pour crimes contre l'humanité, va regagner dimanche sa prison après 2 mois de sortie accordée en raison du coronavirus, a indiqué un responsable du ministère de la Justice. L'ancien dirigeant tchadien, 78 ans, a bénéficié le 7 avril d'une sortie de prison de 60 jours accordée par la justice sénégalaise et a rejoint le même jour une de ses maisons à Dakar. Le juge de l'application de ces peines avait motivé sa décision par le fait qu'Hissène Habré était particulièrement vulnérable à ce coronavirus et la nécessité de faire de la place de sa prison choisie pour mettre en quarantaine les prisonniers en début de détention. Le procès de l'ancien patron sénégalais de l'IAF et 5 autres prévenus s'est ouvert ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ex-président de la Fédération internationale d'athlétisme est soupçonné d'avoir mis en place un système de corruption de grande ampleur au début des années 2010. En toile de fond, le dopage à grande échelle en Russie, un scandale que l'ancien dirigeant sportif sénégalais aurait aidé à couvrir. Dans l'affaire jugée à Paris, l'argent touché aurait joué un rôle dans des élections sénégalaises. Son népotisme est également pointé du doigt, son fils Papa Massata Diack faisant également partie des accusés. En 2011, la Russie craint pour son image. 23 de ses athlètes sont soupçonnés de dopage alors que se profilent les Jeux olympiques de 2012 et surtout les mondiaux d'athlétisme de 2013 à Moscou. Au Togo, la chloroquine continuera d'être la base du traitement des malades au Covid-19. N'ayant cure ni des mises en garde de l'OMS contre cette molécule, ni de son récent revirement au sujet de la reprise des essais cliniques, les autorités sanitaires reçoivent même le soutien de la société civile. Kondo Abalo, agent de la fonction publique togolaise, a confié à Sputnik qu'il a été heureux de la décision des autorités togolaises qui, sans doute, n'avaient pas d'autre solution. Des soutiens, les autorités sanitaires togolaises en ont aussi reçu dans les rangs des acteurs de la société civile. La compagnie nationale de pétrole NOC a annoncé dimanche la reprise de la production sur l'un des plus importants champs pétroliers de Libye, bloqué depuis des mois par les forces alliées au maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays. La production avait été bloquée en janvier dernier par le maréchal Haftar et ses alliés qui pensaient alors en faire un levier lors des pourparlers. Les troupes pro-Haftar ont enregistré ces dernières semaines une série de revers et perdu leur dernier bastion dans l'ouest, Tarouna. En visite samedi au Caire, le maréchal Khalifa Haftar a apporté son soutien à une initiative égyptienne de cesser le feu à compter de ce lundi, après avoir rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi, un de ses principaux alliés. Et enfin, après Minneapolis et la Caroline du Nord, le corps de George Floyd est arrivé ce week-end dans la ville où il a grandi, Houston. Ce qui ressemble à des funérailles nationales se tient pendant 2 jours au Forbes Memorial Planning Center dans le sud de Houston. Mardi se tiendront les funérailles de George Floyd qui seront fermées au public. Seulement 15 personnes auront le droit d'entrer en même temps pour un dernier hommage et ce pendant 10 minutes maximum. Et tout le monde devra porter masque et gants. Des centaines de personnes cherchent depuis plusieurs jours à acheter des tickets pour les cérémonies. Fin de cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. La version Bamanakan de ce journal, c'est à 21h avec Amadou Camara. Excellente soirée en compagnie des programmes de Chérif la télévision et à demain, Inch'Allah.